Merci, Sehedi. Ce nouveau programme du gouvernement, donc c'est un cocktail d'extraits du plan Jasmin ou un cocktail de promesses électorales qu'on a ressorti, voudrait nous faire passer d'une économie à faible coût à un hub économique à forte valeur ajoutée. Et il a l'air consistant, ce plan. Donc, reconnaissez-vous là-dedans un plan pouvant faire de la Tunisie un hub régional et la sortir de sa crise, CH Jalaf? Profitez-en aussi pour compléter votre présentation si vous avez oublié un petit détail. Non, j'attaquerai le vif du sujet. Je pense que le plan en lui-même, il présente un modèle alternatif, cohérent en lui-même. C'est-à-dire que la construction elle-même, elle est cohérente avec elle-même. Il y a une cohérence interne. Okay? Il y a des propositions qui sont intéressantes, instauration des règles de bonne gouvernance et engagement sur la voie de plusieurs réformes structurelles, au niveau économique, au niveau social. Il y a le secteur privé comme moteur de la croissance, comme étant une hypothèse de base de ce plan de développement. Le secteur des services, notamment technologiques, qui est placé au cœur des secteurs exportateurs. Et avec la notion de hub régional qui revient justement sur ce point-là en particulier, et la concrétisation des ambitions des régions avec des programmes dédiés en termes de financement, en termes d'encadrement, je dirais, de tout ce qui est renforcement de l'infrastructure, etc. Donc le modèle lui-même, il est cohérent. C'est un modèle alternatif, il a ses propres hypothèses, et il est cohérent avec lui-même. Mais toujours est-il que dans les grandes lignes, c'est certes pertinent et cohérent, mais lorsqu'on essaie de regarder dans le détail, c'est quand même... il y a des choses qui interpellent. Je vais juste vous citer deux phrases d'exemple. Par exemple, sur la page 13, enfin, il dit « d'une économie à faible coût à un hub économique » et derrière la première mesure pour concrétiser cet objectif, il dit « diversification du tissu économique à contenu élevé en emploi ». Sommes-nous en train de faire les mêmes erreurs qu'a fait la Tunisie après 86 et le plan d'ajustement structurel? C'est-à-dire d'investir dans le quantitatif et de voir les chiffres augmenter, de s'en féliciter, de s'auto-féliciter, et puis ne pas investir assez dans le qualitatif. Ils sont où les indicateurs qualitatifs? Bon, sur la page 15, on a promotion de l'innovation, ramener à doubler le nombre de brevets. Ok, doubler le nombre de brevets, mais avec quel budget de R&D? Avec quel rapport de budget R&D privé par rapport au public? Et puis, notre pays est-il capable d'investir dans tous les domaines scientifiques et dans tous les domaines de R&D? Il va falloir à un moment donné choisir. Comme on avait dit, lorsqu'on avait briefé un peu pour la préparation de cette rencontre, moi, mon premier réflexe, c'est de dire, si je suis petit acteur, je suis un pays de 11 millions, 11 millions c'est un village en Chine, bah, je ne pourrais pas copier les Chinois. Donc je ne pourrais pas me positionner comme les Chinois. Je devrais me positionner sur mon set de compétences clés et sur ma propre valeur ajoutée. Donc je dois cibler précisément les domaines où je pourrais faire valoir un avantage compétitif par rapport aux autres marchés et aux autres pays qui sont aussi attractifs que moi, sinon plus dans le contexte que nous sommes en train de vivre. Donc, oui, c'est peut-être un document de synthèse, on est peut-être un peu trop dur avec le document et son contenu, c'est un document de synthèse. Peut-être que dans le détail, les choses seraient plus clarifiées, mais ces points-là nécessitent quand même clarification et approfondissement. Merci, c'est Ashraf. Sihedi, la Tunisie a un dragon des services dans les 5 ans là, qui viennent. Est-ce à notre portée? Ce plan ambitionne de nous faire passer de 60e au 40e rang dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Son contenu nous permettrait-il de rattraper Israël? C'est effectivement, je pense, être celui qui a découvert cette énorme faute de goût, probablement due à... là aussi, à des fonctionnements internes au ministère, une traduction de l'arabe au français, quelqu'un qui ne vérifie pas à quoi correspond le classement Doing Business, et on se retrouve comme ça, je dis bien une faute de goût, à se retrouver à être comparé à Israël. Bon, on fait mieux en matière, mais quand même. Et je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens d'affaires, j'ai une estime
importante pour Yassine Brahim, c'est un garçon sérieux, mais quand même, je veux dire, regardez comment est bâti sur la forme. Vous avez, chaque fois qu'il faudrait exprimer un jugement, vous avez un indicateur, il faudrait augmenter de 30% la participation des Tunisiens à l'étranger. On appréciera, hein. Bon, 30% de quoi? Et alors, une multitude de classements, comparaisons à l'emporte-pièce. Je veux dire, c'est être comparé, ça supposerait qu'il y ait, comment dirais-je, une construction objective des indicateurs et finalement faire l'économie d'un raisonnement construit. Donc c'est un peu ça, c'est pour la forme. Maintenant sur le fond, on imagine mal passer de la situation actuelle à un triplement de l'investissement privé et public et un quadruplement de l'investissement international, de l'investissement des IDE. Bon, je veux dire, rien n'est impossible, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des circonstances particulières, que le G7 décide quelque chose d'exemplaire. Bon, mais tout ça n'est pas à l'ordre du jour. Donc, on peut avoir des doutes sur la crédibilité de ces mobilisations de sommes. Hein, c'est énorme. Aujourd'hui, l'investissement privé en Tunisie, ou l'épargne et l'investissement privé, c'est de l'ordre de 9 à 11%, en gros, et il passerait à 25%. Voilà, il y a un problème. Alors, je vais aller vite parce que bon, on peut pas. Quand bien même ces chiffres seraient au rendez-vous, c'est-à-dire cet investissement serait au rendez-vous, compte tenu de ce qu'est la structure générale économique de la Tunisie, il y a une probabilité très forte que ça devienne insoutenable, intenable. Pourquoi? Parce qu'il y a la contrainte extérieure. Nous allons rajouter de la dette à la dette. Et avec des calculs simples que je pourrais vous montrer, on passe allègrement des 51, 50 et quelques pourcents d'aujourd'hui à 80%. Ce qui veut dire que la charge de remboursement de l'État, qui passerait de 10 à 12% d'aujourd'hui, à plus de 15%. Non compris les retours et les rapatriements des dividendes qu'exigeraient les IDE, bien évidemment. Donc on charge la barque. Mais qui plus est, le déficit extérieur serait tel que le besoin de liquidité pour faire face à l'ensemble de ces équilibres ferait exploser la machine. C'est-à-dire que nous retomberions dans une espèce de situation que nous avons connue en 2012-2013, un genre go and stop. Go and stop, c'est-à-dire qu'il faudrait resserrer les... Alors, bien sûr, mon raisonnement tient compte des tendances actuelles. Hein. Donc, il y aurait toute une série de préalables, et je pense que Achraf développera ce point tout à l'heure, il l'a évoqué, qui nécessitent, qui sont nécessaires pour aller de l'avant. C'est Achraf, le secteur privé comme moteur de croissance. Hein, croyez-vous que l'investisseur privé tunisien, qui est assez conservateur dans ses approches, peut créer beaucoup plus de valeur, ou alors suffisamment de valeur à la hauteur de l'ambition de ce plan? Et si l'ambition de ce plan nécessite une contribution significative des investisseurs étrangers, pensez-vous que l'on peut attirer les bons investisseurs, investissements directs étrangers, sans éradiquer la corruption? Et probablement avant d'assainir l'environnement des affaires en Tunisie, et avant d'améliorer l'attractivité de la Tunisie, et probablement avant d'améliorer sa productivité. À vous. Oui. D'abord, si tu permets, Simonir, je vais juste rajouter un élément clé, je pense, qui renforce les arguments présentés par Silhedi. C'est les chiffres actuels à fin juillet de la réalisation en termes de mobilisation des emprunts extérieurs, qui n'a pas atteint les 62%,
à fin juillet, et le taux de réalisation des projets de l'État financés par ces emprunts extérieurs n'a pas atteint les 45% à fin juillet. Je pense que l'ambition affichée par les chiffres du plan devrait aussi aligner la performance opérationnelle de l'État dans la gestion des deniers empruntés, mais aussi dans la gestion opérationnelle du pilotage de ses propres projets pour que l'argent qui vient de l'extérieur, payé cher en intérêt, payé cher en devises, puisse se transformer en emploi. Fin de la parenthèse. Et sur la question de la lutte contre la corruption. Bien sûr, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance sont cités à plusieurs reprises dans le document du plan, dans le document de synthèse. Et, mais je pense que la décision ou cet élément en particulier n'est pas tant économique, il est plutôt politique. C'est une question de volonté politique que de pouvoir encadrer tout cela. Comment est-ce qu'on peut l'encadrer? C'est en installant ou en obligeant à installer une culture de la redevabilité, accountability. C'est-à-dire que lorsqu'on est responsable, lorsqu'on a échoué, on doit non pas payer, mais on ne va pas payer, mais on doit faire l'exemple. On le voit très souvent dans les grandes démocraties. Quelqu'un qui a pris une responsabilité pendant un certain moment, à un moment donné, lorsqu'il a échoué, non seulement il le reconnaît, mais il veut en faire un exemple. Et il veut essayer de passer un message pour les jeunes. Et c'est en fait des messages symboliques comme ça qui contribuent à ce que notre culture installe une forme de redevabilité, d'accountabilité. Certes, je trouve que la synthèse du plan est relativement pauvre en mesures efficaces pour circonscrire ce phénomène. Ça reste un objectif, on ne sait pas trop c'est quoi la roadmap. Ceci étant, le document associant plusieurs responsables politiques, économiques, des fonctionnaires qui viennent d'horizons différents, je pense que ce document de synthèse est finalement aussi une synthèse de la synthèse, un document arbitré, où des phrases ont été négociées, où des éléments ont été laissés pour le détail, parce que les grandes lignes, bon, on ne peut pas s'engager dès maintenant sur ce qu'on pourrait faire, ça nous engagerait trop rapidement, on devrait discuter, analyser un peu plus. Donc, bon, je ne veux pas faire porter à ce document plus qu'il ne laisse entrevoir. Mais je suis quand même exigeant sur le wording. Encore une fois, je vais vous citer deux phrases qui m'interpellent. D'abord, sur la question du retour aux fondamentaux. Soyons d'accord, le retour aux fondamentaux, c'est la confiance, elle a besoin de sécurité et de justice. La paix sociale a besoin d'une redistribution équitable des richesses. La préservation du pouvoir d'achat contre l'usure de l'inflation nécessite une performance en matière de productivité qu'aujourd'hui, dans l'environnement économique, on n'a pas pu atteindre. Donc, ces éléments sont bien cités par le plan, par la synthèse du plan, mais dans la page 10, deux éléments qui m'interpellent. Il y a une exigence, consolider la paix sociale. Et devant cette exigence, le moyen qui est mis en place, c'est établir de bonnes relations professionnelles. L'exigence, c'est consolider la paix sociale, et en face, c'est établir de bonnes relations professionnelles. La deuxième citation, l'exigence, rétablir les valeurs du travail. En face, le moyen, c'est diffuser les valeurs de l'altruisme, de l'abnégation et valoriser le travail professionnel et artisanal. Avouez bien, tout cela est bien léger. Sihadi, pensez-vous que la gouvernance de la Tunisie aura plus de facilité à mettre au travail productif des travailleurs ou à convaincre les patrons de la nécessité d'un management plus efficace et un peu plus responsable socialement et par rapport à l'environnement? Un point quand même important quand il s'agit de pertinence et de rigueur. J'ai dit qu'en bonne économiste, j'avais fait un effort d'interpolation pour calculer soit une croissance exponentielle, soit une croissance logarithmique, soit linéaire. Tout travail qui mérite effectivement d'être fait. Mais il faut tout de même relativiser tout ça. Nous parlons de 70% d'une réalité. L'autre réalité étant l'économie informelle.
Alors je veux bien qu'on passe des heures à parler du chiffre après la virgule de la croissance, mais tout ça ne fait aucun sens. Aucun sens. On a des régions qui n'apparaissent même pas, je veux dire en termes statistiques. Voilà, c'est 80% de la richesse est sur une bande côtière. Il faut revenir quand même, là aussi, aux éléments qui permettaient une réflexion plus poussée. Donc, effectivement, on se livre à cet exercice qui consiste à analyser les chiffres, à les faire parler, etc., etc. Et manifestement, nous avons un véhicule, laissez-moi prendre cette expression, qui veut passer de la 3e à la 6e vitesse, hein, par palier, bien entendu. D'accord? Or, ce véhicule a manifestement besoin de beaucoup plus de carburant, c'est-à-dire de la dette. Mais il arrive un moment, compte tenu du fait que cette dette est utilisée pour importer et donc accroître le déficit commercial, et dans une situation de tendue sur le problème de la liquidité intérieure du pays, d'accord? Et donc une crise de liquidité au bout de ça, d'accord? Et donc, on a un risque de crise de liquidité, et donc passer à la 6e vitesse devient impossible. Donc arriver à 7-8% de croissance ne fait pas de sens aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour effectivement les aspects de réflexion sur les quelques chiffres qui sont à notre disposition. Et comme je le dis, il faut un petit peu relativiser. Maintenant, sur les questions liées à la responsabilité du gouvernement et à la responsabilité des chefs d'entreprise. Je rajouterai peut-être aussi celle de l'autre partenaire social qui est le GTT. Je pense que le gouvernement a en charge aujourd'hui de tenter de résoudre ces questions de paix civile, qui n'est pas à confondre avec paix sociale, hein. Paix civile, il y a de contentieux, il y a des tas de choses, et quand on voit le fonctionnement de la justice aujourd'hui et le chaotique fonctionnement de la justice transitionnelle, on ne peut être que perplexe. Donc on a là un abcès de fixation qui risque de perdurer, donc il faut faire preuve de patience et espérer que les choses vont finir par se résorber. J'ai pas d'autre réponse à offrir. Après, il y a l'aspect paix sociale, ça c'est une histoire entre les partenaires sociaux, les patrons, les salariés, et donc d'un côté il y a effectivement la responsabilité sociale des entreprises, qui veut dire être conforme à la loi, effectivement payer ses impôts, mais respecter les conventions collectives, respecter le code du travail, respecter la représentativité ouvrière et salariale, tout ça, bon, on va dire, les grandes entreprises le font bon an, mal an. Les moyennes ont beaucoup de mal à s'y conformer, et les toutes petites entreprises noyées dans leur quotidien ignorent totalement ça. Et si vous rajoutez à cela une couche de paternalisme, vous voyez qu'il y a des inerties à faire bousculer qui prendront probablement un peu plus qu'une législature. Parce qu'en fait, ce programme, ce plan stratégique, n'est pas un programme stratégique, c'est un programme de gouvernement. Tout le monde l'aura décodé. En tout cas, c'est mon sentiment, ma conviction profonde. Donc, effectivement, responsabilité troisième, parce qu'il faut être deux pour construire une paix sociale, je pense que le GTT incline naturellement et de manière historique à satisfaire essentiellement les revendications salariales corporatrices. Il serait bon qu'elle élargisse son champ d'intervention sur les conditions de travail, les questions d'hygiène et de sécurité, les questions de promotion, les questions de prévention sociale, où on l'entend très peu. Or, la paix sociale, c'est cet ensemble-là, c'est pas uniquement l'augmentation de salaire du fin de mois. Donc on espère que là aussi, il va y avoir une prise de conscience, il faut donner un peu de temps au temps.